Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui en balade dans un coin de Paris qui n'est pas du tout comme les autres. Il est tellement différent qu'on a du mal à imaginer qu'on est dans Paname. Bienvenue à Rosa Parks. Ce quartier tout au nord du 18e, qui vient tout juste de sortir de terre, s'articule autour du boulevard McDonald et de la gare du RER E qui est ouverte il y a quelques années. Entre béton et espace vert, une quinzaine d'architectes ont œuvré à la création de ce quartier et certains bâtiments méritent vraiment le détour. À terme, des dizaines de milliers de personnes vont investir ce quartier, une véritable ville dans la capitale que je vous propose de découvrir dans ce nouveau numéro de Paname. Aujourd'hui, Yvan et Philippe nous feront découvrir les coulisses de la discothèque de Radio France. C'est un petit peu une caverne assez incroyable d'Ali Baba, version Radio France. Frédéric nous dira tout sur l'histoire et la face cachée du 104. Ici, il y avait des dizaines, que dis-je, des centaines de chevaux. Oui, on a accueilli ici plus de 300 chevaux. C'est à l'Aérosol, sur une ancienne friche industrielle de la SNCF, qu'Yvan s'évadera dans le musée du street art avant de s'initier à l'art du graffiti. Je vois ton pantalon très clair, mais il faut que tu fasses attention. Allez hop, on va le taguer. Avec son porte-voix, Ségolène est une crieuse publique, une amoureuse de ce coin de Paris et de ses habitants. Mesdames, Messieurs, 18h30, la criée du mois de juin aura lieu. N'hésitez pas à venir à l'Aérosol. Et pour appréhender au mieux ce quartier, Yvan a rendez-vous avec Nicolas Le Goff. Grâce à ses randos urbaines, il tente d'effacer les frontières entre Paris et ses banlieues. Salut Nicolas. Salut Yvan. Je suis content de te trouver, parce que je suis un peu paumé là. Tu es où déjà? À Aubervilliers, à Paris? Alors, techniquement, on est déjà à Aubervilliers, mais à quelques mètres, on rentre dans Paris. Alors qu'on est de l'autre côté du périph'. Ouais, tout à fait. Dans un quartier, mais complètement transformé. C'est le parc du millénaire. Donc tu vois, il y a un centre commercial derrière nous. Et puis les locaux de pas mal d'entreprises qui se sont implantées ici, qui ont franchi le périphérique. Et ça, c'était auparavant des friches ici. C'était un quartier assez industriel. Et de l'autre côté, on a le boulevard McDonald. Ouais. Et Rosa Parks. Nouveau quartier complètement transformé aussi. Et bien effectivement, tout ça s'enchaîne en fait. Ça crée une sorte de continuité de part et d'autre du périph'. Eh ben on y va, on commence par quoi? On va commencer par une petite passerelle assez jolie qui permet d'enjamber le périph' sans se faire écraser par les voitures. On peut la prendre à vélo? Ouais, on peut passer à vélo Cool. et à pied. Elle est récente cette passerelle là. Ouais, elle a 3 ans, moins de 3 ans. Elle est toute en courbe, elle est assez élégante. Et là qu'est-ce que c'est là, cette forêt là? La verdure qu'on aperçoit en contrebas, on va y aller, on s'attendra mieux d'ailleurs. Ouais. C'est la forêt linéaire, c'est une petite forêt qui vient d'être plantée il y a quelques années et qui est amenée à grossir et à devenir un peu plus luxuriante. Parce que c'est un peu bruyant là. Ouais, tu vas voir, le contraste est assez marqué. Ça marche. C'est rigolo cet endroit. Ouais, tu vois, on entend même les oiseaux en fait. Alors qu'on est juste au pied du périph'. Il est là le périph'. Ouais, juste ici, on est sur les contreforts du périphérique. Incroyable comment le volume sonore a baissé. Ça, c'est la végétation qui fait ça? Ouais, en fait, cette forêt linéaire elle a été plantée là justement pour contrer un peu les inconvénients qu'il y a, par exemple, pour les gens qui sont dans des bureaux juste à côté et pour rendre le quartier plus agréable. Il y a une vraie volonté de mélanger le côté très minéral et végétal dans le quartier. Et tout ça au pied du périph'. Exactement. On continue? Ouais, on y va. Donc là, Nicolas, nous voilà sur le fameux boulevard McDonald. Avant ici, c'était un no man's land, il n'y avait rien. Ah oui, c'était même sordide. Hein. C'était très glauque. Donc ils ont gardé cette espèce de base là, comme ça. Ouais, l'ossature en béton. Et en fait, tu vois, au premier étage, tout du long, il y a une sorte de trame, comme une grille en béton sur la façade, qui est le fil conducteur du bâtiment, qui s'étire sur 600 mètres, un peu plus même, et sur laquelle différentes agences d'architecture ont programmé des briques comme des Lego en fait. Et donc il y a une douzaine de programmes architecturaux différents
qui sont venus se plugger par-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a effectivement sur cette barre de construit? Alors, des bureaux, Oui. cet incubateur aussi, un gymnase, un collège et une école ici. Un peu plus loin, des logements. Donc des logements sociaux, des logements privés, foyers d'étudiants, de jeunes travailleurs. C'est un morceau de ville qui a été recréé ici. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette résie dont je te parle là, cette grille en béton, elle est continue, mais il y a quand même un pont dessous, il y a une faille dans ce grand entrepôt qui permet au tramway qu'on va passer là de passer dessous et à nous, les piétons ou les cyclistes, d'aller rejoindre la gare. C'est ce qu'on va faire. On fait ça, ouais. On y va. Alors là, on est vraiment au centre, hein. Au centre du quartier, c'est le point névralgique. Ben ouais, parce qu'en fait là, il y a un grand parvis, des commerces qui ont fleuri au pied des immeubles, et puis on est à 2 pas de la gare Rosa Parks, qui dessert enfin le quartier maintenant. C'est un quartier qui a vraiment été complètement transformé avec cette station de RER E. Ouais, et il y avait déjà tout un processus qui se mettait en place, parce qu'il y avait déjà la Villette, le 104, pas très loin. Mais effectivement, le fait que les transports en commun arrivent, la rénovation urbaine et la réhabilitation des entrepôts, ça a complètement réinventé ce quartier. Donc c'est une illustration du Grand Paris, ça? Bah oui, en tout cas, là, je pense qu'on est dans un quartier qui est emblématique du mouvement qui s'opère entre Paris et la banlieue et d'un Grand Paris qui est en train de s'inventer en fait. Écoute, moi je vais continuer à visiter le quartier, je vais te laisser. En tout cas, tu étais un super bon guide. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Ciao, ciao. Le nom de Rosa Parks est un symbole fort. En 1955, à Montgomery, dans l'Alabama, Rosa Parks refuse de céder sa place à un passager blanc dans un autobus. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende et fait appel de ce jugement. Martin Luther King lance alors une campagne de boycott contre la compagnie de bus. Un an plus tard, la Cour suprême des États-Unis déclare les lois ségrégationnistes dans les bus anticonstitutionnelles. When you work your way around. Ain't a part of me left. Salut Ségolène. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Je t'ai pas entendu crier. Bah non, c'est normal, je crée à 18h30 en fait. L'horaire, c'est l'horaire. L'horaire, c'est Pas l'horaire, avant. exactement. Et Oui. uniquement quand il y a du public. Et uniquement quand il y a du public. Alors toi, tu pratiques un des plus vieux métiers au monde, crieuse publique. Exactement. Raconte-moi, comment tu as eu cette idée de devenir crieuse publique? Et ben en fait, tout simplement, quand moi je faisais mes études à Lyon, il y avait un crieur public. Et il était tous les dimanches sur la place du marché et il criait en fait les messages que les gens lui envoyaient. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Ce qui m'a plu, c'est vraiment le rapport direct et de la simplicité en fait du propos. Ouais. L'idée en fait, c'est vraiment de se dire que maintenant on a Internet, on a nos téléphones, mais on parle plus à son voisin de palier, on ne sait plus qui habite où et fait quoi. Et là, c'est l'idée de reprendre possession des places publiques. Donc c'est de faire du lien social, quoi. Exactement, il y a une idée de lien social. Qu'est-ce que tu as comme message essentiellement? C'est quoi? Depuis quelques temps, j'ai vraiment des informations de quartier parce que je suis en lien avec des associations du 18e. Et du coup, j'ai aussi des messages d'amour, des gens qui ont rencontré quelqu'un dans le métro et qui voudraient le recroiser. Alors j'imagine qu'on ne crie pas un message d'amour comme on crie de la vente d'un frigidaire. Non, comme moi je reçois par mail les informations, je fais des rubriques et ça me permet comme ça de classer les messages et de rythmer un peu aussi la criée. Donc là, tu es là pour nous crier la prochaine criée. Exactement. Bah, je te laisse faire alors, Ouais, vas-y. on peut faire ça. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas à venir à 18h30 à l'Aérosol pour écouter la criée du mois de juin. Mesdames, messieurs, 18h30, la criée du mois de juin aura lieu. N'hésitez pas à venir à l'Aérosol. À très bientôt. Et voilà. Chapeau. Bah, on peut pas l'oublier là, hein. Ah bah non. Donc on se retrouve à quelle heure? 18h30 à l'Aérosol. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Tout à Au l'heure. revoir. À l'abri des regards, dans un hangar situé non loin de la gare Rosa Parks, Yvan s'apprête à découvrir l'impressionnante discothèque de Radio France. Allez, vous allez me suivre. On va rentrer dans un endroit où il y a plein de trésors, mais attention, c'est très très secret. Salut Philippe. Bonjour Yvan. Waouh. Moi qui croyais avoir une discothèque formidable avec Ringo et Sheila, là je suis impressionné. Oui, c'est assez impressionnant. C'est un peu la caverne d'Ali Baba de Radio France.
Il y en a combien en tout, Philippe, de disques ici? De disques vinyles, il y en a à peu près 500 000. Et d'objets, on est autour de 1 300 000. Donc c'est une des plus grandes discothèques au monde, non? Tout à fait. Oui, oui, avec la BBC par exemple, avec qui on rivalise assez bien, on a un nombre assez incroyable de documents sonores en tout genre. Si on est bien d'accord, il n'y a pas que des chansons, il y a Tout ce que l'enregistrement sonore a permis de capter. Donc des voix, des discours, des ambiances, des méthodes pour apprendre l'harmonica par exemple. Bon, et toute cette base assez formidable d'enregistrement nous permet de créer des émissions de radio. En ce moment, tu travailles sur quoi, toi? Donc moi je réalise une émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre, c'est du reportage sur France Culture. Et donc au quotidien, je fais appel à mes collègues documentalistes qui travaillent ici et à la Maison de la Radio. Il faut savoir qu'en fait qu'il n'y a que à peu près 20% du stock qu'on voit ici numérisé. Donc c'est peu, c'est beaucoup en même temps, mais on n'est jamais à l'abri d'une belle découverte, comme par ici, du côté des 78 tours. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, il me semble que ce sont des méthodes pour apprendre différentes langues sur support. Ouais. Alors certainement des vieux 78 tours ou des 45 tours, on va découvrir ça ensemble. Ça apparemment c'est une méthode pour apprendre l'italien. Ouais. Et voilà, donc C'est incroyable. sur 78 tours. C'est génial. C'est tout neuf, hein, ça n'a jamais servi apparemment. En tout cas ça a été très peu manipulé, mais c'est resté dans son jus. Et vous devez avoir des doublons aussi, non? On a beaucoup de doublons. Et quand ça déborde, vous revendez? Ah bah oui, ça nous est arrivé. En 2016, on a commencé une grande vente aux enchères. Il y a eu 3 ou 4 sessions depuis. Et il y a des exemplaires qui atteignent des sommes importantes? Bah, c'est le cas d'un exemplaire de Syd Barrett, un disque Octopus de la fin des années 60, qui est parti à 10 500 €. Voilà. Ah Donc, ouais, voilà. tu l'as là, vous l'avez encore, vous l'avez gardé quand même? Oui, un bien sûr. exemplaire. On a un exemplaire d'archives qu'on a précieusement conservé. Ça, c'est le fameux Syd Barrett Octopus, le disque le plus cher de la maison. C'est ça, exactement. Il est sorti en très peu d'exemplaires, et surtout aujourd'hui, au monde, il en existe à peine une dizaine. Qu'est-ce que t'as d'autre comme pépite? Donc Miss Téléphone, Ouais. à 45 tours de la fin des années 50. Téléphone. Donc là, on rendait hommage aux Aux standardistes. standardistes, aux opératrices de l'époque. Cha-cha-cha, allô, allô. Cha-cha-cha, allô, allô. Oui, pourquoi pas. C'est un peu du délire, là, non? Oui, oui. Moi, je pense que c'était une idée assez folle de se dire on va composer de la musique avec ces bruits. Et ça a été vendu, ça. Et ça a été vendu, commercialisé sur le label RCA. Il me semble que ce qui pouvait être intéressant, c'est de revenir aussi sur de grands noms de la chanson, comme Boris Vian, Oui. avec cet album, dont certaines chansons en fait, ont été censurées dans les années 50, notamment la chanson qu'on connaît bien, Le Déserteur, Ouais. considérée comme une chanson antimilitariste à l'époque. Et on voit, en fait... Elles sont barrées. Voilà, les chansons, 4 chansons de ce disque-là ont été barrées, signalées en rouge, avec un tampon de la radiodiffusion française disant « Interdit de diffusion ». Refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. C'est un disque et un document en même temps. Exactement. Une partie de l'histoire qu'on écoute de cette manière-là. On reste dans la radio, mais aussi dans la chanson en même temps. Anne-Marie Pesson. Anne-Marie Pesson. Speakerine, mais aussi chanteuse, en 76. Bah oui, sur ce label. Elle chante quoi? Biram, elle chante des recettes. Non, des recettes en musique. Des recettes de cuisine en musique. Ouais, c'est ça. Du lapin vous enlevez, de quoi faire de beaux filets. Sur le rable, sur les cuisses, vous en trouverez. Dans une poêle huilée, faites revenir ces filets. Salez-les, poivrez-les, mettez de côté. Vous désossez avec soin ce qui reste du lapin. Cherchez Voilà. bien, s'amuser. raclez bien. Ah oui, il y a de quoi s'amuser là-dessus. On termine avec quoi alors? Alors on termine avec un vieux disque du début des années 40, pendant la guerre, où on va entendre la voix de Jean Cocteau et d'Édith Piaf. J'interprète plutôt un drame de la vie Ah oui. que toutes les femmes subissent, que j'ai moi-même subi d'ailleurs, et qui paraîtra certainement comique aux gens, puisque le malheur des uns fait toujours rire les autres. C'est fatal. émouvant et là. d'entendre chanter, mais c'est Alors, très émouvant aussi de l'entendre parler. ça C'est sera- incroyable mais ce je crois document. quand même qu'à la Oui, fin, c'est assez intime comme relation déjà avec Alors, le journaliste de l'époque, et puis on la sent très émue, parce Oui. que c'est une pièce que Cocteau a écrite spécialement pour elle. toutes les- Donc voilà, toute la tout ça chronologie, voilà, tout transparaît pas de en fait doute, au c'est micro de l'époque.
Mais vous ne pas dans le bel indifférent. Écoute, merci Philippe pour cette balade sonore dans cette discothèque incroyable. On dit rien, on ne sait pas où c'est. Ça reste notre secret. C'est un secret. Ok. Je chante devant le rideau puisque je représente une chanteuse qui finit son tour de chant et qui rentre chez elle. Ses bras, elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ah, Frédéric. Yvan, comment ça va? Mais très bien. Est-ce que vous avez répété votre texte? Ah ben presque, parce que vous savez que c'est le lieu s'y prête. Hein. Ah oui, ça travaille là. Alors mais ça travaille, et tous les arts, ça récite, ça raconte. Alors à propos de raconter, les lieux méritent que l'on les raconte. Tout ça a commencé à la fin du 19e siècle, pour une raison bien précise, et ça je vous le raconte, mais on va aller se promener en même temps, puis découvrir. On dansait pas ici autrefois. Ah non, ah non, vraiment. Ah non, oh, c'était pas gai même. M'emmenez où Frédéric là? Ben, venez voir parce qu'il y a une histoire très longue qui a commencé dans ce lieu, c'est-à-dire sur ce terrain, par des abattoirs. Oui, c'était là qu'on abattait les animaux qui allaient nourrir la ville de Paris. C'est vrai qu'on n'est pas loin de la Villette là. Alors, vous avez raison de le rappeler, parce que si ça ferme en 1868, c'est parce qu'on transfère. Du coup, le terrain est libre. Et là, à ce moment-là, l'archevêché dit « Mais moi, ça m'intéresserait de déménager les pompes funèbres que je possède dans le 10e arrondissement de Paris et les mettre à l'extérieur. Ben, venez donc vous installer ici, lui dit-on. On va créer une structure et on va y installer, figurez-vous, des chevaux. » Ah d'accord, des chevaux. Des chevaux. Oui. Eh ben, je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. Et voilà. J'ai envie de dire, nous y sommes. Où ça? Au sous-sol. Oui. Regardez, c'est marqué sur les murs. Ah, les écuries. Écuries. Ici, il y avait des centaines de chevaux. Oui, on a accueilli ici plus de 300 chevaux au 19e siècle et au début du 20e siècle. Ça obligeait dans les étages à avoir du foin, du grain, de l'eau. Alors du coup, il y a des artisans qui s'installent, il y a des boutiques. Et pourquoi ces chevaux? Ah ben, pour tracter les fameux corbillards. Je me suis toujours posé la question, ça vient d'où le mot corbillard? Ah, c'est une très bonne question. Alors, figurez-vous qu'on devrait plutôt dire Corbeillard, C-O-R-B-E-I de Z-A-R-D. C'était un coche d'eau, comme un autobus sur l'eau, qui reliait Corbeil-Essonnes à Paris, qui transportait des marchandises, qui transportait des passagers. Et puis avec la peste qui frappe Paris au 19e siècle, eh bien on va transporter des cadavres pour les éloigner de Paris, éviter que la maladie ne se disperse encore plus. Et du coup, ce coche d'eau, ce corbeillard, ne transporte plus que des morts. Alors ici, par contre, on s'occupait des morts. Ah oui, à partir de 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État, la ville de Paris a le monopole pour les funérailles. D'accord, donc toute la mort à Paris était traitée, organisée. Absolument. Les Ici. obsèques, c'était ici. Ici, jusqu'en 1993, où là, ça a été libéralisé. Et 3 ans après, ce lieu n'avait plus de raison d'être. En tout cas, plus pour les pompes funèbres. Et alors aujourd'hui, ça a complètement changé d'activité. Ah oui. Ça n'a plus rien à voir, évidemment. C'est la volonté d'un maire de Paris, précisément. C'était Bertrand Delanoë, qui, en 2008, a inauguré un lieu ici, un lieu culturel de Paris. C'est-à-dire que tous les arts sont les bienvenus. Et voyez, le plus beau symbole que je trouve qu'il y a ici, c'est qu'après la mort, il y avait la vie. On est dans le sens inverse des choses réelles. Après la mort, c'est la vie. Venez voir. Vous avez dansé le hip-hop? Ah oui, je veux bien. Coincé entre les rails de chemin de fer et la rue de l'Évangile, il existe un véritable temple du street art, l'Aérosol. En quelques mois, l'adresse est devenue incontournable. Ici, chacun peut réaliser son propre graffiti en toute légalité ou comme Yvan venir visiter Maquis Art Hall of Fame, un musée unique au monde. Ah, salut David. Bonjour. Ça va? Dis-moi, je me disais que c'est un trait que je connais, ça. C'est Shepard Fairey, un Américain de la côte ouest, très connu parce qu'il a fait le portrait officiel d'Obama. Ah oui, c'est ça, ouais. Parce qu'il est dans le bureau de M. Macron aujourd'hui, du président Macron. Et parce qu'il a une marque qui est très connue, qu'on voit là, qui est Obey. Donc voilà, Obey, c'est un personnage... Ah oui, après, il aime bien la caricature. Qu'est-ce qu'il nous raconte précisément ce musée, David? Alors on a essayé de raconter un peu l'histoire du graffiti et du street art
Et on démarre vraiment les années 70 pour arriver après au graffiti tel qu'on le connaît maintenant. Lui, c'est un précurseur. C'est Lui, vraiment c'est à un des l'origine premiers. des graffeurs, c'est lui. Tout à fait. Taki, c'est l'abréviation de son nom de famille. Et 183, c'est le numéro de sa rue. Ça, sur les murs de New York. Tout à fait. C'était un coursier d'origine grecque à pied et il marquait son passage partout où il allait. Voilà, donc là, c'est Cornbread. C'était quand Taki était à New York, lui était à Philadelphie. Et pour montrer qu'il n'était pas mort, parce qu'à un moment une rumeur courait qu'il était mort, il a été peindre un éléphant dans le zoo de Philadelphie. Un éléphant vivant. Un éléphant vivant, pour Il a dire peint qu'il en était rose. encore en vie. Après, donc là on est dans les années 70, donc c'était vraiment du tag où ils écrivaient. Et là on arrive dans les années 80. Dans les années 80, ils ont commencé à agrandir la structure des lettres, toujours pour marquer leur nom. Ouais. Ils ont commencé à apporter ce que nous on voit en infographie aujourd'hui, de l'ombre, de la lumière, des 3 dimensions. Là, il y en a un qu'il ne faut pas louper quand même. Banksy, un anglais très connu pour ses pochoirs. Là on est plus dans le graffiti, on est dans le street art. Alors, c'est quoi la différence justement? Les graffeurs ont pour volonté d'écrire leur nom. C'est plus de la lettre, à la bombe, main levée. Et les street artists vont utiliser d'autres méthodes pour atteindre leur but. Pour se faire reconnaître. Le pochoir, le pinceau. Ça, c'est du street art. C'est du street art parce que là, il utilise des Rubik's Cube, il utilise. JR est un street artist qui est juste à côté. Pourquoi? Parce qu'il utilise du collage. C'est un tagger à la base. C'est un graffeur. C'est le fameux John Wan. John Wan, tout à fait. En fait, ce que John Wan fait, c'est des saturations de tags. C'est-à-dire qu'il écrit son nom, il le répète. Là, si vous pouvez lire, il y a marqué John Wanner Rock, Jazzy John Wanner. Il a d'abord fait une saturation noire en dessous, où il a répété son nom, il a posé ses couleurs et il est venu avec le chrome par-dessus. Et là, c'est du tag pur en fait. Toi, David, t'es artiste aussi. J'étais graffeur en fait. J'aimerais bien essayer, moi. Ah bah, il n'y a aucun problème, on va essayer. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got? Alors, petite précision, Yvan, quand on vient ici, il vaut mieux avoir des habits assez sales. Oui, Je vois ton pantalon très clair. Il faut que tu fasses attention. Allez hop, on va le taguer. L'idée, c'est d'être assez près parce que si t'es trop loin, Ouais. c'est pas assez opaque, donc tu vois pas grand chose. Et si t'es trop près, ça va couler direct. Ça coule. Faut bien mélanger le gaz et la peinture. Voilà, c'est ça. Et après, tu vas voir, comme les bombes se repassent très bien, il va rattraper avec le contour. Ça, c'est vraiment la base de Aérosol, ce lieu éphémère. Oui. C'est d'avoir trouvé cette halle qui vous propose combien de murs en tout? On a 2 murs de 300 mètres. Ouais. Il y en a une vingtaine de ce côté, une vingtaine de l'autre côté. Quel intérêt pour les artistes de venir ici? L'intérêt, c'est de peindre. C'est l'amour de la peinture. L'avantage qu'il y a, c'est qu'ils savent que ça va être recouvert. Donc on ne pourra pas revendre leurs œuvres. Il n'y a pas de marché qui peut être fait avec ça. Donc ils peuvent se lâcher. Les artistes très connus viennent et ils savent que ça va être repassé. Et puis c'est une visibilité, j'imagine, photo, Instagram, réseaux sociaux. Visibilité, le plaisir de peindre, des murs qui sont quand même... Il n'y a pas de mur aussi grand dans Paris. Il y a le fait de pouvoir venir avec leurs amis, avec des enfants, les laisser manger à côté pendant qu'eux peignent. Ouais. Et puis de voir directement la réaction du public. Tout ça, à fait. C'est sympa. Salut Gérald, je te laisse parce que là il est 18h30, il est l'heure de retrouver Ségolène. Mesdames, messieurs, bienvenue. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas à vous rapprocher. La criée du mois de juin va avoir lieu. Mesdames, messieurs, bonjour. N'hésitez pas à vous rapprocher. Aujourd'hui, la criée du mois de juin va avoir lieu. N'hésitez pas à venir vers moi. Mesdames, messieurs. Reçu le 5 avril 2018 à 13h26. Je cherche un fusil à eau, un truc de compète qui peut arroser les gens au moins à 10-20 mètres. Quelqu'un aurait ça? Quelqu'un aurait ça? Reçu le 8 juin à 9h30 de S. Objet, annonce du cœur. Jeune femme, belle et merveilleuse, recherche homme, riche, 30-40 ans, voire 50 si très riche, qui saura s'occuper d'elle, faire à manger, faire le ménage, la lessive et faire les courses aussi. Qualité indispensable, gentillesse, intelligence, générosité, être à l'écoute et avoir un grand sens de l'humour. Un homme habitant dans le 18, mais souvent en déplacement, serait donc idéal. Voilà,
La criée d'aujourd'hui est finie. C'est aussi la fin de l'émission du Coup Paname qui se retrouve dimanche à 12h55. Si moi vous voulez me retrouver autrement que sur cette émission, vous pouvez aller sur la page du Crieur, le Crieur public de Paris, ou m'écrire un message crieurpublic18@gmail.com. Bonne soirée, merci. Et ben voilà, tout est dit. Merci Ségolène. Bon, vous venez aussi nous parler sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey. Voici les bons plans à retenir. Vous voulez danser, chanter, répéter votre texte ou simplement flâner? Rendez-vous au 104. Et pour tout savoir sur le street art, poussez les portes du Maquis Art Hall of Fame à l'Aérosol.